Voilà. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce salon qui va nous amener cette fois dans une autre tranche de la vie du Dufour, le Dufour scientifique, avec des travaux qu'il a fait sur le niveau du lac Léman. Dufour, la lignimétrie et son mémoire sur les hautes eaux du lac Léman. Et je vous pose la question à vous, qui sait ce que c'est la lignimétrie, ou plutôt qui ne sait pas ce que c'est la lignimétrie? Ça me rassure de voir que je n'étais pas le seul idiot, en tout cas le seul qui manquait d'informations et de connaissances, et donc voilà. Et on voit souvent quand il y a des crues, notamment ces barres hein, de mesure, quand on essaie de mesurer les crues, ou surtout la décrue. Alors, il y a quelques temps en arrière, on s'était intéressé au premier bateau à vapeur sur le lac Léman, qui était en 1823, et du coup, on s'était posé la question de comment on voyageait avant cette arrivée du bateau à vapeur sur le Léman. Et donc, on avait une diligence qui partait de Lausanne et qui arrivait à Genève, et qui était de temps en temps bloquée par des inondations du côté de Morges. La faute à ces Genevois qui multiplient les obstacles à l'écoulement de l'eau au bout du petit lac. Et donc ça amène un peu le sujet de ce soir. Alors, ces problèmes, c'était Vaudois qui accusait les Genevois de faire monter le lac avec cette machine. Un autre lien avec Dufour, puisque Dufour avait été chargé en tant qu'ingénieur cantonal de faire l'audit de cette machine qui s'appelait Abeille et qu'il a fait après remplacer par une machine Cordier et qui est l'élément qui est avancé aujourd'hui sur le pont de la machine, c'est en fait la deuxième machine, la machine Cordier. Et donc Dufour, lui en tant qu'ingénieur cantonal, ben, il a dû être amené à surveiller un peu ce niveau du lac. Et donc sur la pierre du Niton, on a cette première barre graduée en 1820, et je ne rentre pas plus dans le détail, parce que ça c'est le sujet de Stéphanie, et que ces affaires, en fait, des hautes eaux du Léman ont empoisonné les relations Vaud-Valais-Genève de 1720 à 1884, et ça a été la création des forces motrices qui a mis un terme, et Stéphanie va nous montrer qu'il y a peut-être un autre aujourd'hui procès qui est en train de se mettre en marche, non plus entre les cantons, mais autrement. Voilà. Et puis maintenant, ben, comment je suis arrivé à rencontrer Stéphanie? Alors Stéphanie, moi je fais partie des amis du fort de Chillon, et donc il y avait une exposition, il y a le feu au lac, et puis il y avait plusieurs conférenciers, dont Stéphanie. Vous parliez notamment de la munition qui était entreposée dans le lac, qu'est-ce qu'il fallait en faire, et tout d'un coup Stéphanie me dit, moi je suis limnologue. Ah, voilà quelqu'un qu'il me faut, parce que Dufour avait émis un mémoire en 1843 sur les hautes eaux du lac Léman. Alors, cette idée de « il y a le feu au lac », ce qui est intéressant aussi, petite anecdote, c'est qu'il y a l'expression contraire, il n'y a pas le feu au lac, et elle date de la même période que Dufour écrit le mémoire sur les hautes eaux du Léman. Ça n'a rien à voir évidemment, enfin je trouvais c'était cocasse. Et puis, on parlera aussi de ce lac Léman. Stéphanie va y revenir plus en détail, et je lui passe tout de suite la parole. Merci beaucoup Marc. Merci aussi à vous, les salons, de m'inviter pour faire cette conférence aujourd'hui. Je suis venue plusieurs fois écouter d'autres conférences et j'ai eu beaucoup de plaisir. Donc voilà, cette fois je suis de l'autre côté. Marc m'a demandé de me présenter, alors je vais faire rapide. Donc Stéphanie Girard-Clos, je suis chercheuse et enseignante à l'Université de Genève. Je travaille dans les lacs, je suis géologue à la base, donc j'ai fait des études en sciences de la Terre et je suis spécialisée dans la sédimentologie. J'ai travaillé sur une grande variété de sujets, ceux qui sont peut-être qui ont fait l'objet de plus de communication, c'était les tsunamis lacustres sur le Léman. Et aussi, Marc l'a mentionné, la question des munitions immergées. Donc aujourd'hui, on va aller sur un sujet qui est moins catastrophique, enfin, quoique. Et en préambule, je précise aussi que j'ai pas mal dû travailler, parce que n'étant pas historienne, mais bien scientifique,
j'ai dû un peu me mettre à jour sur certaines choses. Voilà. Mais j'espère que ça se verra pas trop, que je ne suis pas historienne. En préambule, je veux remercier 2 personnes, dont une est dans la salle, Philippe Morel qui est ici, parce qu'en fait, ça m'a demandé pas mal de temps de rassembler en fait, des sources historiques, certaines qui étaient un peu compliquées à obtenir, qui n'étaient pas digitalisées. Et on a aussi fait des enquêtes de terrain. Et voilà, donc Philippe a été d'une grande aide. C'est un passionné de géologie, mais aussi d'histoire. Donc voilà, l'intersection était parfaite. Puis je remercie aussi Christian Descorvec qui m'a confié en fait une importante documentation sur le sujet de l'histoire de Genève et de l'eau, et qui m'a aussi bien aidé pour cette conférence. Voilà. La conférence, elle va durer 1 heure. La structure, je vais commencer un petit peu quand même par expliquer c'est quoi un lac en termes de changement de niveau, faire le lien avec le cycle hydrologique. Et puis après, on va rentrer dans le vif du sujet, de savoir comment est-ce que Dufour a mesuré ces niveaux, et puis aussi, ce qui est peut-être plus intéressant, pourquoi. Parce que, bon, en fait, même moi, je ne savais pas que Guillaume-Henri Dufour, il avait travaillé sur ça. On va parler des pierres du Niton, évidemment, des pierres limnimètres en général, du limnimètre un peu plus technique de 1837. Ça va être vraiment tout le travail de Dufour. Et puis après, on va aborder la question de l'histoire de ces conflits autour des hauts niveaux du Léman, appelé le procès du Léman. Je ne vais pas détailler tout parce que c'est en soi, on pourrait faire 3 conférences rien que sur ce sujet, mais je vais un petit peu résumer quand même des choses saillantes ou que j'ai trouvées drôles ou intéressantes. Et puis après, en fait, je ne vais pas rester dans l'historique, je vais continuer au plat, pardon, pour montrer en fait comment ça a évolué, comment d'autres chercheurs, et notamment François-Alphonse Forel, a continué ce sujet. Et puis on va finir par atterrir dans le présent, avec ces thématiques qui continuent d'être présentes aujourd'hui, voire même un peu dans le futur. Voilà, donc c'est un panorama historique qui traverse le temps. En tant que géologue, voilà, c'est un peu ce que je sais faire. Pour commencer, le Léman, donc c'était une ressource multifacette depuis toujours pour les humains, puisque à la fois c'était un élément nourricier, un espace stratégique pour la navigation, la défense, un espace, une ressource énergétique, de force motrice, par exemple pour les moulins dès le Moyen-Âge. Et puis, dès le 19e siècle, ça change un peu, il y a une notion en plus qui apparaît, qui est celle de l'agrément, avec le début du tourisme, les croisières, le paysage, les bains, le nautisme, etc. Donc en fait, voilà, le Léman, c'est un peu tout ça. Mais évidemment, ce n'était pas que ça, puisque historiquement, ça a été aussi une menace. Les riverains, depuis toujours, ont dû faire face à ces crues, et aussi, depuis toujours, se tenaient plutôt à distance du lac, en ayant une méfiance sur ces hautes eaux. Et puis c'est finalement avec la régulation depuis 1884 et le barrage du Segem moderne qu'en fait on peut maintenant habiter très proche du lac. Avant, finalement, on était exposé à des surprises. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, un lac naturel, avant qu'il soit régulé, il répond au système lui aussi naturel du cycle hydrologique. Le cycle de l'eau, vous l'avez tous appris à l'école primaire ou au collège. C'est tout ce système de précipitation, évaporation, ruissellement. Et puis finalement, les lacs ils font partie de ce grand cycle. Et leur niveau change en fonction de la variation de tous ces éléments. Et notamment, il suffit de faire changer un peu les précipitations ou la fonte des glaciers dans notre pays, ou l'évaporation, et on change le niveau du lac. Et ça, en fait, quand le lac était naturel, à l'échelle millénaire, même en étant dans un climat relativement constant, il y avait des variations du lac qui étaient importantes, et qui étaient bien plus importantes que celles d'aujourd'hui. À cette échelle-là, le lac il variait de 367 à 373 mètres, et là je parle pour l'Holocène, c'est un langage de géologue, donc pour un climat comme celui qu'on a maintenant. Si on se met à l'échelle des glaciations, alors ça variait encore beaucoup plus,
Mais là, je ne vais pas rentrer dans ce sujet, sinon ça me fait partir trop loin. Évidemment, les humains, dans ce système, ils ont influencé les choses et commencé à modifier le cycle de l'eau de plein de façons, soit directes, soit indirectes. Une première, c'est évidemment celle de la consommation de l'eau, c'est-à-dire où on fait sortir l'eau du cycle naturel, avec par exemple les pratiques agricoles, aussi toutes les modifications avec des barrages, des corrections, du pompage, soit dans les eaux de surface, soit aussi dans les eaux souterraines. Et comme en fait les lacs ils sont souvent connectés à des nappes phréatiques, ça a aussi une influence. C'est aussi la modification du taux d'évaporation. Par exemple, quand on bétonne des surfaces, on change l'évapotranspiration et donc on change le cycle de l'eau et donc on peut indirectement changer le rythme en fait, d'un lac. Et puis il y a évidemment le grand réchauffement climatique qui lui change tout le cycle de l'eau, à la fois d'une façon locale et aussi, comme vous le savez, d'une façon globale. Donc voilà, aujourd'hui on est aussi dans tous ces aspects-là qui font faire varier les niveaux du lac. Heureusement, on a nos amis archéologues qui ont permis de comprendre comment fonctionnait le Léman avant qu'il y ait toutes ces influences humaines, quand il était influencé que par des phénomènes naturels. Et on a ici un diagramme qui est une reconstruction des niveaux du lac. On a l'échelle à gauche avec les altitudes qui sont des mètres. Et on voit sur une échelle de temps avant Jésus-Christ, qui commence il y a moins 4000 ans avant Jésus-Christ et qui finit avec l'âge du bronze final autour de moins 800 avant Jésus-Christ, on voit avec la ligne des fluctuations du niveau du lac qui monte et qui descend. C'est des reconstructions qui ont été faites sur la base des habitats palafitiques, donc de ces constructions qui étaient faites sur pieux, qui sont aujourd'hui en grande partie sous l'eau, mais qui à l'époque étaient construites sur le rivage. Et donc ça nous raconte qu'en fait le lac il pouvait avoir d'importantes fluctuations et être soit beaucoup plus haut, soit beaucoup plus bas. Deux exemples de ces importantes variations qui montraient que toute la géographie était différente. J'ai pris des extrêmes. Un, c'est le bas niveau de l'âge du bronze final, à 1000 ans avant Jésus-Christ. Et là, mon collègue Pierre Corboux, avec qui on adore s'engueuler scientifiquement, lui, en fait, il est sûr que le Rhône ne sortait plus du Léman à cette époque, et qu'il n'y avait carrément plus d'émissaires, et qu'en fait, les précipitations étaient devenues tellement faibles et l'évaporation s'était augmentée, et ça faisait que le lac s'était massivement abaissé. C'est le panneau de gauche. À droite, c'est une époque plus récente, la période romaine, ce qui pour dans notre région est déjà du post-Jésus-Christ, 58 à 476. Et là, à l'inverse, c'est une période où le niveau du lac était beaucoup plus haut. Et en fait, on pense qu'il était plus haut parce qu'il y avait eu des événements géologiques qui ont bouché l'émissaire, donc qui ont fait qu'en fait les eaux s'écoulaient moins bien avec un seuil plus haut et donc ça faisait barrage. Donc ça c'est pour montrer qu'en fait le lac de tout temps il a beaucoup changé de niveau. Et là je fais un petit aparté en disant qu'en fait l'eau c'est pas seulement l'eau, c'est pas seulement H2O, mais avec le regard des sciences sociales, l'eau c'est aussi une composante qui est influencé par un phénomène socio-naturel. On appelle ça le cycle hydrosocial. C'est un concept relativement récent de Linton et Budd, qui est représenté par le schéma que vous voyez derrière moi avec un cercle, où l'eau, les structures de pouvoir, les structures sociales, et la technologie et les infrastructures agissent tous les uns sur les autres, de façon à se modifier, et où finalement, parce que par exemple on a des crues, on construit des infrastructures pour lutter contre les crues, là ça serait l'eau sur les infrastructures, mais en même temps les infrastructures étant là, elles modifient, par exemple on peut imaginer la machine hydraulique qui permet d'amener l'eau en fait dans les habitations, ça change le rapport à l'eau, et etc.
Et en fait, c'est un outil analytique intéressant pour comprendre que l'eau, c'est pas seulement la matière eau, mais bien aussi toutes ses représentations et toutes ses influences. Et ça, en fait, quelque part, ça peut permettre de faire glisser tout de suite vers comment on agit et comment on réagit aux risques naturels et, par exemple, aux risques côtiers. Le schéma qui est derrière moi, c'est un schéma qui vient du rapport IPCC, donc du GIEC, sur les questions globales d'analyse climatique et de montée du niveau marin global. Donc ce n'est pas un schéma qui a été fait pour les lacs ou pour les rivières, mais finalement la démarche et les réactions, on peut les appliquer parce que dans ce que je vais vous raconter après, on les retrouve. Quand en fait il y a une inondation ou quand il y a un niveau qui monte, la société elle peut réagir de plusieurs façons. Dans le panneau 1, il n'y a pas de réponse, ce qui mène à une inondation. Il y a en B, on construit une digue et en fait on contre-attaque. Ça veut dire on va s'avancer vers l'eau et on va même peut-être en fait augmenter le risque en se rapprochant plus. On peut faire des digues de protection. On peut faire battre retraite, reculer, c'est le panneau D. On peut s'ajuster, c'est le E. Ça, c'est typiquement ce qu'avaient fait les Palafites, hein, parce qu'on sait aujourd'hui qu'ils habitaient en bord de lac, mais comme il y avait des inondations régulières et qu'ils ne pouvaient pas les prévoir, et ben, en fait, ils mettaient des maisons sur pilotis, comme ça, quand il y avait des inondations, leur plancher n'était pas inondé. Donc ils étaient quand même bien connectés à leur environnement, hein, ces gens, vivaient avec, en fait. Et puis, il y a aussi les adaptations basées sur les écosystèmes. Ça peut être par exemple sous d'autres climats les mangroves qui se trouvent le long d'une côte et qui vont en fait absorber les inondations et protéger les choses qui sont derrière. Ou les coraux, quand il y a des massifs coralliens. Donc, voilà. Sur le lac, c'est plus compliqué. J'ai pas eu d'exemple encore qui m'est venu en tête. Voilà, j'ai fini l'introduction sur qu'est-ce que c'est qu'un lac qui bouge, qui vient plutôt des sciences naturelles, et puis maintenant on passe à Guillaume Henry, puisque c'est pour ça qu'on est ici, et avec la question de comment et pourquoi il a entrepris de mesurer le niveau du Léman. Parce que, a priori, ce n'était pas un chercheur en fait qui travaillait sur les lacs. Et avec ces deux publications dont je vais parler, qui mentionnent les limnimètres et les niveaux des eaux du lac. Alors la première chose qui répond au pourquoi, vous verrez j'ai chaque fois souligné le pourquoi ou le comment quand je réponds à un de ces aspects. Dufour en fait il est constamment confronté dans sa pratique au niveau du lac via ses travaux d'ingénieur et aussi via son rôle de maintenance des fortifications. Si on veut, il a tout le temps les pieds dans l'eau. Déjà parce qu'il fait des projets, il a le projet d'agrandissement de l'île, des quais, il travaille sur la machine hydraulique, il construit des ports, des quais, des ponts. Et donc en fait, il est tout le temps connecté en fait, au lac avec son rôle d'ingénieur. Et puis ben, ça se voit puisqu'il donne même à l'Académie de Genève des cours de géodésie et d'hydraulique, donc c'est bien qu'il était compétent dans ce domaine. Il n'y a pas d'image de lui en fait, qui le représente en train de regarder le niveau de la pierre du Niton avec sa lunette, comme il le décrit dans ses articles. Donc j'ai fait créer une image par ChatGPT. Voilà, c'est pour agrandir l'iconographie. Il n'est pas très très ressemblant, mais bon, c'est pas si mal. Et puis, ben, en fait, là, on voit une carte de 1845, et puis, voilà, pour rappel, ça, on voit tout de suite le rôle de l'eau dans la Genève de cette époque, avec encore les douves, et le fait que la ville, elle est centrée, en fait, sur le Rhône, elle borde le Rhône. Et ça, ben, du coup, ça nous amène au premier article sur les limnimètres. Dans cet article, Dufour... alors je précise qu'en fait, j'ai fait une conférence en parlant de plein d'autres choses parce que les articles, ils sont sympas, mais c'est un peu soporifique. Parce qu'il écrit dans le style de l'époque, c'est très bien écrit, puis c'est intéressant. Simplement, il écrit en 10 pages ce qu'aujourd'hui ferait un demi-abstract dans un article scientifique.
parce qu'aujourd'hui on a une écriture scientifique qui est beaucoup plus dense, beaucoup plus condensée, et on utilise beaucoup plus les images. Donc en fait c'est relativement vite résumé. Dans cet article, d'abord il évoque Marc-Auguste Pictet qui a déjà travaillé avant lui, et puis il mentionne les discussions entre le canton de Vaud et de Genève au sujet des eaux du lac, le fameux procès du Léman dont je vais revenir tout à l'heure, et puis son désir surtout, et ça c'est une vraie démarche scientifique et une démarche d'ingénieur, d'établir des points de repère fixes. Et ça c'est vraiment sa motivation, le pourquoi. Puis le comment, c'est que dès 1820, il établit un limimètre sur la pierre du Niton, la plus éloignée du rivage, parce qu'il trouve que c'est celle qui est la plus facile à voir et qui a la paroi la plus verticale, et il y installe une barre de fer graduée de 3 mètres de longueur, et dès le début, il a le désir de comparer le niveau du lac à cet endroit avec ceux qui sont mesurés à la machine hydraulique en aval, dans le Rhône, parce qu'il pense que ça peut être différent et que c'est intéressant de voir si ça bouge pareil. Il a vraiment une démarche scientifique. Et donc, il publie cet article 19 ans après avoir installé ce limimètre sur la pierre du Niton. Et par rapport à ça, on peut se dire, c'était une super idée, mais en fait, il a eu une super idée, mais c'est en fait une idée qui était assez répandue. Parce qu'en Europe, la pratique d'utiliser les pierres comme repère de niveau d'eau, à la fois soit pour les étiages, donc les niveaux bas, soit pour les crues, c'était assez généralisé. Et donc, il s'inscrit vraiment dans une tradition où en fait on utilise les pierres pour mesurer les variations d'eau. Et je prends pour exemple les très connus Hungersteine, les pierres de la faim, qui se trouvent sur l'Elbe, donc en République tchèque, et qui sont les plus anciens monuments hydrologiques d'Europe qu'on connaît, parce qu'il y a une pierre notamment de 1616 sur laquelle est écrit « Wenn du mich siehst, dann weine », donc si tu me vois alors pleure, parce qu'en fait c'est une grande annonce de sécheresse et donc de famine pour l'époque, et c'est assez touchant. Enfin, en tout cas, moi, je trouve ça touchant de savoir qu'en 2022, cette pierre est réapparue. Donc, en fait, le réchauffement climatique, c'est aussi ça. C'est aussi un événement historique gravissime pour l'époque qui, en fait, se représente. Évidemment, aujourd'hui, on a beaucoup de moyens techniques, donc les conséquences ne sont pas aussi graves qu'à l'époque, mais c'est néanmoins très touchant. Et c'est aussi pour ça que dans un autre endroit, aux Pays-Bas, Extinction Rebellion a utilisé aussi cette symbolique pour placer une pierre qui, elle, date de 2022, avec marqué dessus Klimarecht Waardigkeit, et c'est en fait pour montrer, en fait, souligner ce qui est en train de se passer, et pour s'inscrire dans cette tradition, si on veut, de marquer en fait les choses qui sont frappantes dans le milieu naturel et dans les fleuves sur des pierres. Bon, on n'a pas seulement marqué les niveaux bas des rivières, on a aussi marqué les niveaux hauts. Et il y a les célébrissimes pierres de Rome qui sont dispersées un peu partout en ville, qui marquent les inondations du Tibre, avec la plus ancienne qui est de 1275, qui est celle de droite, et qui dit en latin « ici est monté le Tibre », ainsi que plus tardivement un hydromètre, donc avec des mesures le long du Tibre à Ripetta, qui permet de mesurer les inondations du Tibre et qui existe encore aujourd'hui. Donc on voit que cette idée de placer des repères sur des pierres, en fait, c'est une pratique culturelle déjà ancienne. Sur les pierres du Niton, des niveaux de basses eaux et de hautes eaux ont été notés avant que le limimètre soit installé et après. Et elles sont résumées ici par deux saussures. Et on peut y lire, j'ai listé les événements les plus extrêmes, et ils vont revenir après. Les inondations les plus grandes,
je les ai mis dans l'ordre, qui vont de 1720 à 1792, qui a été le maximum. On voit ici, c'est le point le plus haut qui est là. Juste après viennent les années 1816 et 1817, on va y revenir aussi. Et puis il y a également les étiages, avec tout ce paquet d'indications là, dont les niveaux les plus bas en 1857 et 1858. Là maintenant on arrive au deuxième article, celui sur les hauts et bas niveaux du Léman, et aussi sur une grande avancée où Guillaume-Henri Dufour fait établir un nouveau limimètre sur le Grand Quai de Genève en 1837, et cette fois c'est une véritable machine et c'est vraiment un outil scientifique pour mesurer le niveau du lac. Donc il se trouvait à l'emplacement 1 sur le Grand Quai de l'époque. On a en dessous la carte Dufour de 1842. Il s'agit d'une colonne de molasse sur laquelle il y a un baromètre, un thermomètre, et des échelles de distance et d'altitude, et une règle qui indique la variation du niveau. Originellement, donc, elle était sur ce grand quai, puis lors de la construction du pont du Mont Blanc en 1861, elle a été déplacée, et puis aujourd'hui elle se trouve dans un endroit qui est historiquement logique, mais pas très heureux du point de vue paysager, coincé entre des grandes rues, la rue Pierre Fassot, le quai Général Guisan et le quai Gustave Ador. Et puis cet endroit c'est rigolo parce qu'en fait, à l'époque c'était dans l'eau, hein. C'est le point 2, c'était dans le port. Pourquoi? Parce que comme vous le savez sûrement, la ville il y a eu des remblais et elle a gagné sur le lac à cet endroit-là de façon importante. Donc voilà, mais ça a été déplacé pas de beaucoup, et je pense que c'est bien aussi qu'en fait le limimètre ne soit pas trop loin de là où il était. Le voilà aujourd'hui. Je me suis mise à côté pour l'échelle. Alors évidemment aujourd'hui c'est complètement décoratif, parce qu'à l'époque il avait sous lui un puits qui était connecté au lac avec un tuyau, et dedans une sphère creuse qui flottait et un marqueur qui venait sur une échelle graduée. Et ce qui était vraiment malin, c'est qu'il a choisi le même zéro que celui de la pierre du Niton. Et donc en fait il y avait une continuité comme ça dans les mesures. Là aussi on voit la démarche scientifique. Et ce qui était aussi très intéressant, c'est que ce limimètre étant placé sur les quais, il était tout de suite utile et lisible également pour les utilisateurs que sont les navigateurs et toutes les personnes qui utilisaient les barques et les bateaux. Et en fait, il suffisait d'ajouter 45 pouces à la valeur qui était indiquée en pouces aussi sur le limimètre pour connaître la profondeur du lac à un instant T, instantanément. Et donc, les navigateurs, ils pouvaient savoir s'ils pouvaient traverser la passe ou pas du lac. Et évidemment, Dufour, il a marqué le limimètre sur sa carte Dufour. C'est le petit point qui se trouve devant la flèche bleue. Voilà, ça c'est touchant. Et puis il est au centre. Donc il avait une certaine importance. Hein. Ici, il y a aussi, c'est aussi assez touchant, c'est une photo de 1865 de ce fameux limimètre qui était encore en place et encore en fonction. Et puis là, maintenant, c'est un moment de petite pause où on peut un peu contempler et un peu moins réfléchir. Donc si vous êtes fatigué, c'est le moment de décrocher. Il y a des magnifiques images faites à l'époque où en fait le limimètre c'est la star de l'image, et j'ai chaque fois indiqué que la flèche. Donc on a une gravure ici du Grand Quai où on voit le port, le débarcadère et la Genève derrière, vers 1840. On a ici une autre image où également le limimètre est bien en place. Les photographes dans la salle savent que le point important c'est au tiers du tiers sur une photo. Voilà, il est là sur l'image. Et puis voilà, cette vue-là, elle est splendide. Hein. C'est la vue en fait vers le large où on voit le port, les grandes barques, le limimètre, l'île Rousseau, déjà comme à l'époque.
et puis des carrioles avec des chevaux et des gens qui marchent le long du quai, moi ça me fait complètement rêver. Franchement, ça me donne envie d'y retourner. Vraiment, ça semble tellement magnifique. Bon, après, les corsets, le manque de droit de vote, penser que les nanas étaient un peu des nunuches. C'était 19e siècle, c'était pas vraiment le truc pour les femmes. Hein. Probablement que si j'étais au 19e siècle, je serais pas écoutée. Hein. Donc peut-être en fait non, c'est pas le bon siècle à lequel retourner. Mais bon, je dois dire que ça fait quand même assez rêver. Voilà, je trouve ça très beau. Et donc maintenant on retourne à réfléchir un petit peu, après ce petit voyage dans la belle Genève de 1850. Et on arrive avec cette autre raison majeure pour laquelle Guillaume-Henri Dufour a travaillé sur les niveaux du Léman. Ce n'était pas uniquement parce qu'il en avait besoin comme ingénieur, et ce n'était pas uniquement parce que c'était pratique pour les navigateurs, c'est aussi parce qu'il y avait ce grand conflit intercantonal qui s'est étendu sur une longue période de plus de 160 ans, et qui a commencé en 1720. Et ce conflit, il était sur les eaux du Léman, et c'était principalement basé sur le fait que les Vaudois et les Valaisans percevaient le risque du lac d'une façon opposée aux Genevois. Pourquoi ça? Mais en fait, sur les riverains du canton de Vaud et du Valais, ils redoutaient les débordements de crues. C'était ça, en fait, qui avait un impact négatif sur leur vie et sur les infrastructures et sur leurs maisons. Alors qu'à Genève, c'était les étiages, les niveaux bas. Pourquoi? Parce qu'ils empêchaient la navigation, ils supprimaient en eau les moulins, qui étaient en fait les centrales nucléaires de l'époque. Hein, toute la vie économique était basée sur les moulins, et puis les machines hydrauliques avec les apports de l'eau. Et donc on voit tout de suite qu'en fait, ils n'étaient pas dans le même team, quoi. Hein, ils n'avaient pas du tout les mêmes, les mêmes soucis, on va dire. Intérêt. Et intérêt. Exactement, et intérêt aussi. Et puis bon, Vaud-Genève, hein, c'est pas nouveau, il y a une petite rivalité, hein, qui continue jusqu'à nos jours. Donc, pas de raison de penser que c'était différent à l'époque. En plus, à l'époque, ils avaient, vous le savez tous ici, moins. Ils n'étaient pas dans les mêmes camps politiques et États, etc. Bref, une autre histoire. Et puis voilà, comme je ne suis pas historienne, en fait, moi, j'ai eu besoin de mettre un peu tout ça ensemble, parce que j'étais un peu perdue avec tous ces scientifiques qui avaient travaillé sur le lac, avec tous ces changements de régime politique, avec, on parlait aussi de l'université, elle était où là-dedans, et donc j'ai fait un grand schéma où j'ai placé la plupart des scientifiques avec leur période de vie. J'ai un peu dessiné des générations, c'est les différentes couleurs, c'est les générations de scientifiques. J'ai mis Guillaume-Henri Dufour au milieu, parce que c'est lui le sujet. J'ai placé les étoiles, 1820, c'est le moment où il met un limimètre sur la pierre de Nitton, et les deux autres étoiles, c'est ces deux articles, pour essayer de comprendre comment ça jouait au milieu de tout le reste, et en fait, comment ça s'insérait dans une histoire. Et oui, et puis en fait, la grosse histoire de tout ça, c'est effectivement le procès du Léman, procès qui n'a pas eu lieu d'ailleurs, hein, puisque ça s'est réglé à l'amiable, dans le fond, avec un accord. Mais on voit qu'en fait, Guillaume-Henri Dufour, il est né, qu'il y avait déjà plein d'histoires, et en fait, il est mort avant que le conflit soit résolu, donc ça faisait partie vraiment de toute sa vie. Et puis du coup, là, je continue sur le procès du Léman, en parlant d'éléments que j'ai trouvés intéressants. Déjà, en fait, les premières mesures du niveau du Léman, c'est les premières qui ont été faites en Suisse. C'était le directeur de la machine hydraulique. Donc on voit que là, en fait, il y a eu besoin très vite, vu que les problèmes ont commencé, problèmes politiques en 1720, il a fallu vite trouver des arguments. Et puis, 10 ans plus tard, on a fait une commission d'enquête, et cette commission, elle s'est attachée à démontrer que la digue construite en 1714 n'était pas la cause des inondations,
mais c'était un rapport qui était très dialectique en fait. Un peu plus tard, Calandrini a fait un relevé précis des aménagements fluviaux et il a essayé de montrer aussi que ça n'empêchait pas les eaux de s'écouler. Et puis ben là, la suite, en fait, vous allez voir, il y a chaque fois la date, et puis en dessous le drapeau, Genève-Vouvau, et j'ai essayé de reconstruire un peu le match. Alors, j'ai pas décrit tout le match, parce qu'on en aurait pour des heures, mais j'ai repris un peu les temps forts, selon mon regard. Alors, 1792, c'est la lettre du syndic Télusson à Marc-Auguste Pictet, où il argumente que ce ne sont pas les constructions dans le Rhône qui font monter les eaux du Léman, et donc ça montre en fait une opinion de l'époque, et il dit que c'est les pluies très abondantes du printemps qui ont en fait rempli les terres d'eau et qui ont fait monter le niveau du lac. Donc on voit que là, il y a une lecture déjà très naturaliste de la situation. Et puis après arrive en 1817 un mémoire dont le titre à lui seul explique sa démarche, mémoire sur les causes de l'évaluation graduelle de la surface moyenne des eaux du lac Léman et les effets nuisibles qui en sont la suite. Tout est dans le titre. C'est Jean-Samuel Nicodème qui a écrit ça. Et puis, ce qui est super intéressant, c'est que c'est écrit dans un moment vraiment particulier de l'histoire climatique, puisque ce sont ces années-là, 1816-1817, enfin 1816 c'est l'année sans été, et tous ces étés, en fait on a eu 3 années, c'est 3 années où il y a eu des années très froides en été, avec très peu de récoltes de céréales, des famines, etc. Et que ça nous connecte, moi ça m'a évidemment tapé l'œil, parce que nous géologues on connaît ça hyper bien, parce que c'est l'éruption du volcan indonésien de Tambora en 1815, et on sait qu'en fait c'est l'émission aussi de ces cendres qui ont contribué à créer ce refroidissement momentané de l'atmosphère et ces étés froids en été. Et puis il y a aussi cette magnifique, que vous connaissez, connexion avec Genève, et Marie Shelley, ça va être, je crois, la seule femme de ma présentation, malheureusement, mais qui a écrit Frankenstein, ou le premier été moderne, associé à ces années sans été, puisque en fait il y avait une ambiance lugubre autour du lac et qu'il se racontait pour passer le temps, vu qu'il faisait très mauvais, avec Lord Byron aussi et son époux, des histoires de fantômes. Voilà, je trouve que c'est assez génial que tout ça, ça soit tout dans le même temps. Nicodème, c'était quelqu'un qui savait réfléchir, qui a travaillé sur le climat de Vevey, qui a fait des tableaux météorologiques, qui a conçu des instruments, il avait vraiment une démarche scientifique, mais dans son mémoire, il perd un peu son sens critique scientifique, parce qu'il écrit complètement à charge des Genevois, vraiment en insistant que c'est toutes les constructions faites à Genève qui ont fait monter le niveau, et avec une certaine mauvaise foi, ou en tout cas, ça fait bizarre de penser que quelqu'un qui savait tellement de choses scientifiques, en fait, prenne cet angle-là. C'était un peu... En tout cas, aujourd'hui, moi, en relisant ça, je trouve que c'est un peu manipulatoire, ce qu'il a écrit. Et puis, grâce à Philippe Morel, on a même trouvé une fraude, un plagiat, parce qu'en fait, il a décalqué le plan de 1715, donc de 100 ans avant, mis de la couleur, enlevé les bâtiments, rajouté une ligne de NAS, hein, c'est la petite ligne qu'elle a. Mais sinon, c'est l'exacte même carte, et il ne cite pas les auteurs qui ont fait la carte avant, donc c'est sa carte. Donc voilà, c'est rigolo. J'espère qu'il n'y a pas des fans de Nicodème dans la salle, sinon je vais me faire assassiner. Mais voilà, c'est marrant de voir en fait aussi les auteurs de cette époque, parfois ils ne citent pas beaucoup les gens qui ont travaillé avant. Et on peut sentir entre les lignes des fois qu'il y a beaucoup d'ego aussi qui s'expriment, un peu comme d'ailleurs aujourd'hui.
mais c'est très rigolo aujourd'hui de voir ça. Et puis arrive après 1826 avec la commission mixte du Léman, dont fait partie à titre technique Guillaume-Henri Dufour. Et là, en fait, il y a vraiment tout le discours se déplace sur le terrain scientifique. On arrête un peu la dialectique pour la dialectique. Et on voit que les connaissances de Dufour s'appliquent très bien, puisque sa vision, en fait, il regarde les choses depuis le lac. C'est vraiment un autre angle. Et on voit qu'en fait, finalement, il n'a pas seulement pacifié le Sonderbund, il a aussi pacifié la future guerre Vaud-Genève, puisque c'est à la fin, en fait, grâce à lui qu'on est arrivé vers l'idée qu'il fallait créer un port et rendre la ville de Genève plus agréable. Il a réussi à montrer qu'en fait, peut-être tout le monde pouvait trouver son compte. Et voilà, j'ai mis comme illustration cette carte à jouer que je trouvais rigolote dans le contexte. Le roi de cœur. Et donc ici, on retrouve les uns après les autres toutes les choses dont je vous avais parlé, Calandrini là, Télusson, Nicole Delorme, et puis les articles de Dufour. Puis viendront par la suite, après, les travaux de Forel, et puis finalement, après sa mort, la conclusion du procès du Léman avec les accords. En 1832, Isaac-François Macaire, qui est docteur en pharmacie et scientifique aussi, et également homme politique, maire de Verrier, il pouvait avoir beaucoup de casquettes à l'époque, il argumente lui aussi scientifiquement pour prouver que ce ne sont pas les Genevois qui font monter les eaux du Léman. Et on a cette première table qui montre année après année les hautes eaux maximum et les basses eaux minimum. Et on voit en fait déjà ces relevés qui sont vraiment très scientifiques. La chose que je trouve rigolote, c'est qu'ils ont décidé de faire une expérience in situ avec Guillaume-Henri Dufour et d'autres, où ils ont, après avoir laissé les vannes ouvertes un moment, laissé s'écouler le Rhône, ils ont décidé de le bloquer en mettant des pieux sur 1 mètre et de complètement fermer le lac sur le Rhône et d'observer ce qui se passait. Et donc, ils ont fait durer cette expérience 4 jours, et après 4 jours, ils ont vu que le lac s'était monté que de 16 cm, et que même en allant plus loin de kilomètres en amont, c'était que de quelques centimètres, et ils ont conclu du coup qu'en fait, ce n'était pas les barrages qui faisaient monter le niveau du lac. Et évidemment, là, aujourd'hui, si on réfléchit tranquillement, ça ne marche pas, le raisonnement. Parce qu'en fait, ils n'ont pas du tout tenu compte de l'inertie et en fait du ratio entre le volume et la surface. Et pour savoir en fait à quelle vitesse un lac monte quand on fait un barrage, il y a la question du débit qui rentre. Donc on doit savoir combien d'eau rentre, quelle est la proportion de ce volume d'eau par rapport au volume total. Et il est évident que 4 jours, en fait, ça n'allait pas être suffisant à faire monter le lac de 1 mètre. Néanmoins, s'ils avaient attendu assez longtemps, en faisant un vrai barrage complet, ils auraient vu le lac monter de 1 mètre, de partout. Voilà. Donc là, en fait, je ne sais pas s'ils ne l'ont pas fait parce qu'ils voulaient démontrer quelque chose et qu'ils voulaient... Voilà. Et je ne sais pas si c'est un impensé de l'époque, ce qui est probablement le cas, ou si c'est qu'en fait ils voulaient montrer vite fait le truc. Voilà. Ça reste ouvert, on ne saura jamais. Ici maintenant, on arrive au moment de ce deuxième article et de la mémoire sur les eaux du Léman. Là, Dufour fait un travail important où il fusionne et homogénise tous les bouts de données et les séries de données qui existent des hauts niveaux annuels du Léman. Alors moi, ça m'a amusé de dire ça parce qu'en fait, nous, scientifiques aujourd'hui, on fait souvent ça aussi. On va aller en fait prendre d'anciennes données, mais qui n'ont pas été mesurées exactement pareil, qui n'ont pas été calibrées de la même façon. Puis quand on veut étendre nos mesures, en fait, souvent on va aller chercher des mesures plus anciennes et on fait un gros travail pour les rendre
de faire en sorte qu'elles mesurent la même chose. Et bien, en fait, lui, il avait vraiment une démarche scientifique, parce qu'il a fait ça à l'époque. Et puis, il a utilisé en fait tous ses travaux antérieurs, qui sont listés ici en bleu. Il les a tous homogénéisés, calibrés. Et ça a donné la courbe que j'ai reconstruite dans Excel en bas. Alors, elle est en centimètres et pas en pouces, pour que ça soit plus compréhensible pour nous. Et on voit en fait cette longue série qui commence avec un point en 1775 et qui finit au moment de la publication de ces écrits avec ces oscillations de... Donc il faut se rappeler que c'est les hautes eaux maximum, donc c'est jusqu'où chaque année est allé le lac à son maximum. On y reconnaît les fameuses années de 1816 et 17 que j'ai entourées en bleu. On voit que c'était un événement effectivement exceptionnel. Et puis ce qui est intéressant, c'est que pour lui, ça lui a aussi permis de calculer quel était le niveau moyen. Ça lui a permis aussi de montrer, vous pouvez le constater aussi, qu'il n'y a pas une tendance ni à la hausse ni à la baisse au cours du temps. Et puis moi, j'ai plutôt calculé la médiane, parce qu'en fait, dans cette situation, je calculerais plutôt la médiane. Bon, enfin bon. On se parle entre scientifiques avec quelques siècles de différence. Et puis cet héritage de Dufour, qui est mort en 1875, il a continué. Hein, on s'est passé le relais. D'abord, en fait, il y a eu cette convention intercantonale qui a été signée en décembre 1884, qui a mis fin au conflit entre les cantons lémaniques en amont et Genève. Et puis, le relais scientifique s'est fait avec François-Alphonse Forel, qui a beaucoup travaillé à l'époque, qui était juste avant la régularisation des eaux du Léman. Et on voit ici sur ce diagramme qui rassemble toutes les données, on voit bien, en fait, alors d'abord on retrouve le fameux 1816 et 17 avec le petit rond rouge, et on voit bien, ici on a les eaux, maximum en haut, et on a les étiages en bas. Et on voit très bien l'effet de la régularisation du Léman en 1887, où il y a différence sur une année entre les hautes eaux et les basses eaux maximum, c'est considérablement diminué, puisqu'elle était plus que d'environ 1 mètre, alors qu'avant elle pouvait faire facilement 2 mètres. Et on voit qu'en fait, finalement, cette question de régularisation, c'était un peu du win-win, parce qu'en fait, ça a servi et aux Genevois et aux Vaudois. On voit très bien que les inondations, en fait, n'avaient plus lieu et que le niveau était stabilisé plus bas. Mais on voit aussi qu'en régularisant le niveau du Léman, les Genevois n'avaient plus d'étiage en fait important et que donc ils pouvaient avoir une eau minimum dans leur port. Il y a une exception à ça, c'est l'année de sécheresse de 1920, qui est marquée aussi sur le diagramme, où là, en fait, quand il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Hein, et ça, c'est quand même en fait descendu cette année-là. François-Alphonse Forel, il a écrit, donc c'est le fondateur de la limnologie, il a déjà inventé le terme. Évidemment, c'est notre superstar à nous. Je dis nous parce qu'il y a Nina Zayen, qui est ma collègue dans la salle, qui travaille aussi sur les lacs. Et en fait, il a écrit 3 tomes comme ça. Donc, il a posé le truc. C'est très bien écrit, ça se lit facilement, il touchait à tout. C'était un de ces hommes du 19e siècle qui faisait de l'archéologie, de la biologie, de la limnologie, de la géologie, enfin bref. Et c'est tout très intéressant. Il a bien rassemblé aussi tout ce qu'on savait à l'époque sur le lac. Et j'ai amené le livre parce que je voulais vous montrer qu'en fait, la limnométrie, c'est quand même ça dans le bouquin, que sur la limnométrie. Et je vous promets qu'en fait, avant d'avoir préparé cette conférence, je ne l'ai jamais lu,
parce que c'est vraiment soporifique. C'est que de parler de niveau du lac, et puis voilà. Donc je vous le recommande pas. Il y a des parties plus intéressantes. Mais par contre, l'intro, elle est marrante. Ce qui dit l'histoire assez compliquée, je pense que c'est un euphémisme, et très longue, des limnimètres du Léman, est résumée en particulier par les mémoires suivants, et puis il liste en fait les auteurs précédents, comme on le fait dans les formes scientifiques. Et on voit évidemment, du coup, les deux écrits de Dufour qui sont mentionnés dedans. Donc François-Alphonse Forel était tout à fait au courant de ce qui s'était fait avant, et il l'a intégré en fait dans ses travaux. Il était vaudois, hein. Attention. Ce qu'il a fait aussi en faisant des vraies mesures scientifiques, c'est qu'il a permis de quantifier un phénomène qui était déjà connu avant. C'est pas lui qui l'a inventé, le concept, mais par contre il l'a démontré scientifiquement, qui était celui des seiches, puisqu'en fait on savait que le lac, de temps en temps, il s'abaissait massivement pendant quelques heures ou quelques jours, et il a réussi à les mesurer à Morges, et on le voit, et ça c'est vraiment, c'était une découverte et une première mondiale, et une première dans l'histoire des sciences. On voit qu'en fait, là c'est 23 heures, ici 6 heures du matin, 7 heures, et puis ça finit ici à 15 heures. Et on voit en fait qu'il y a ces ondulations, et ces ondulations qui durent 73 minutes en moyenne, ce sont justement ces sèches. Et en fait, c'est des oscillations où le lac, le jour où il a mesuré, descendait et remontait de 30 cm. Et on voit que c'est indépendant des vagues qui, elles, étaient à plus haute fréquence et qui faisaient changer le lac. Et donc, de pouvoir quantifier ça, c'était vraiment une énorme avancée. Alors, évidemment, je vais aller vite, mais quand on va expliquer c'est quoi une sèche, parce qu'aujourd'hui, on sait très bien. C'est une onde stationnaire, et en fait vous pouvez très facilement modéliser une sèche dans votre baignoire. Alors il ne faut pas faire comme l'enfant sur l'image, il ne faut pas faire déborder l'eau, pas parce que ça mouille tout, mais parce que sinon c'est plus une sèche. Donc en fait, vous avez votre baignoire, la prochaine fois que vous baignez, vous pouvez essayer, et vous faites osciller la surface, vous donnez un mouvement à l'eau, jusqu'à que toute la surface du bain bouge comme ça. Et là, vous avez une sèche dans votre baignoire. Et évidemment, là, en fait, nous, quand on est dans la baignoire, on a beaucoup de puissance pour faire bouger l'eau. Alors, dans un lac, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et en fait, il faut des phénomènes météorologiques assez importants, soit des coups de vent d'un côté du lac, soit des surpressions atmosphériques, soit des dépressions atmosphériques. Et il faut que les pressions soient différentes d'un côté à l'autre du lac, et qu'elles soient suffisamment intenses et qu'elles durent suffisamment longtemps. Et dans ce cas-là, en fait, ça suffit à insuffler en fait, ce mouvement de balancier et à créer cette onde stationnaire dans le lac. Ça peut être aussi des fois au milieu du lac. Et à ce moment-là, la sèche se produit sur les bords. Enfin, commence. Voilà, puis avec tout ça, en fait, on arrive aujourd'hui. Et aujourd'hui, en fait, on a des données de partout, c'est magnifique. Et on a par exemple le SITG qui a plein de plans d'information. Et vous savez quoi? Il y a un plan qui s'appelle limnimètre. Et en fait, dans ce plan d'information, sont listés tous les limnimètres de Genève. Et ils sont décrits, ils sont inventoriés, il y a des photos qui sont avec. Et puis, en fait, je ne le savais même pas moi, mais en fait, je me suis dit, waouh, en fait, Genève, c'est la ville des limnimètres. Et on a 8 sur le Rhône, 2 sur le lac. Il y en a tous les pas, quoi. On peut faire une promenade des limnimètres si on veut. Et d'ailleurs, je suis née ici, je suis passée des centaines de fois à côté de limnimètres sans les voir. Ces endroits, vous les reconnaissez sûrement aussi. Et puis, en fait, c'est toutes ces petites échelles qu'on voit qui sont placées sur des murs, sur des trottoirs. Ici, il y en a un en premier plan, il est là. Ici, il y en a un, mais il y en a un aussi plus loin. Voilà. Donc, je vous invite aussi, quand vous êtes en ville la prochaine fois, à chercher les limnimètres. Et puis, comme vous le savez, les données aujourd'hui environnementales, elles sont en ligne, consultables instantanément.
Et je pense qu'en fait, Guillaume-Henri Dufour, il aurait trop kiffé. Ça lui aurait vraiment plu d'avoir en fait, comme ça, en instantané, les variations du niveau du lac, de pouvoir aussi les consulter en arrière, regarder ce qui se passe. Par exemple, aujourd'hui, si vous allez sous cette page ou sous celle de l'OFEN, il y a les mêmes données, vous allez voir en fait que le niveau du lac, depuis 30 jours, était en train de remonter, et puis qu'il a tout à coup commencé à baisser. Et ça, c'est parce qu'en fait, les vannes de verbois ont été ouvertes pour chasser les sédiments. Vous l'avez sûrement entendu dans les nouvelles ou lu dans les journaux. Et voilà, en fait, ça fait baisser massivement le niveau du lac. Et voilà, c'est les progrès, en fait, c'est la même chose. Mais c'est juste que tout a progressé. Et puis, en fait, c'est intéressant, la régulation des lacs, elle est propre à chaque lac. Donc, c'est chaque lac, une autre logique. Et ça aussi, c'est très rigolo pour moi de l'avoir découvert en fait, en préparant cette conférence. Parce qu'avec ma collègue, on dit toujours chaque lac, une autre histoire. Parce qu'en fait, chaque lac, c'est un autre écosystème, c'est une autre logique, c'est une autre chimie, en fait. Et c'est ce qui fait que c'est aussi un sujet passionnant. Et puis là, effectivement, on voit le Léman avec sa gestion, en fait, où on vide le lac au moment du printemps, où il y a relativement peu d'eau encore, pour accueillir les crues de l'été et avoir un niveau en fait plat, régulé en été. Et on voit que c'est pas du tout pareil dans les lacs périalpins proches de chez nous, où en fait il y a des régulations complètement différentes. Ce que vous voyez pour le lac du Bourget, Annecy et Aiguebette. Et puis en Suisse, en fait, il y a une grande variété de régulations. Il y a des lacs qui ne sont pas régulés. Le lac de Wallensee, le lac Wallen, en amont du lac de Zurich, il est simplement pas régulé du tout. Et du coup, il a une évolution saisonnière qui est naturelle, c'est-à-dire un niveau bas en hiver, quand la pluie tombe sous forme de neige, et puis il a une montée des eaux en été, avec un pic en été, quand les glaciers fondent et quand la neige fond. Et puis ça c'est les données statistiques pour les années de 1980 à 2010, et on voit ici une crue qui est dans l'année 2005, et on voit qu'elle a complètement dépassé les données statistiques habituelles. Puis on a la même chose à droite pour le lac de Zurich, c'est la même échelle verticale, et là on voit qu'en fait c'est tout plat. Hein. Le lac à Zurich, ça bouge pas, hein, ça reste tranquille. Bon, la crue de 2005, elle a quand même fait un petit pic, mais voilà, donc c'est intéressant aussi de voir que le vécu des gens autour du lac, ça va être très différent. Parce que dans un cas, on a un lac qui réagit à ce qui se passe dans les Alpes, et dans l'autre, pas du tout. Et puis on peut se poser la question de qu'est-ce que c'est les différences justement entre un lac régulé et non régulé. Et là, j'ai pris deux lacs qui se ressemblent, par leur taille, par leur position vis-à-vis des Alpes, par le fait qu'ils ont chacun un grand fleuve qui les traverse. En haut, c'est le lac de Constance, et en bas, c'est le Léman. Et on voit déjà que ça n'a pas la même forme, et puis surtout, il faut regarder l'échelle à gauche, qui n'est pas du tout la même, puisque pour le Léman, grosso modo, ça varie d'1 mètre, alors que pour le lac de Constance, c'est 3 mètres. Et on voit aussi que la répartition saisonnière, elle n'est pas du tout la même. Le lac de Constance, il fait la montée classique en été et la redescente en hiver, naturelle, alors que le Léman, il a la forme que je vous ai montrée tout à l'heure, qui est régulée. La ligne bleue, en fait, c'est la ligne actuelle. J'ai consulté ces données le 10 mai, donc ça s'est arrêté au 10 mai, mais ça aussi c'est assez magique de voir le truc qui se dessine en temps réel, et on peut voir en temps réel, ah bah tiens, c'est une année où il y a moins d'eau, ah bah tiens, c'est une année où il y a plus d'eau. Je trouve ça incroyable. Et puis on peut se poser la question, ça fait quoi un lac pas régulé? Parce que nous, au bord du Léman, en fait, on n'est pas habitué. Et donc j'ai été chercher des images du lac de Constance de 2006
2007 en haut et de 2018 en bas. Et on voit en fait ces niveaux bas avec des bateaux qui ne peuvent plus sortir des ports et en fait tout à coup le rivage qui apparaît. Et puis à l'inverse, les moments de crue où il faut installer des planches pour circuler en ville, un peu comme à Venise. La photo du haut c'est en 99 et celle du bas c'est en 2024. Donc on voit que c'est pas du tout le même vécu en fait sur les rives du lac. Et puis voilà, en fait finalement il y a des avantages et des désavantages à la régulation. Mais en tout cas ça induit en fait un rythme de vie et des infrastructures qui ne sont pas les mêmes. Et là on arrive dans la partie de ma conférence où je commence à parler du futur un peu. C'est déjà le présent, mais c'est un peu le futur aussi. Aujourd'hui, en fait, notamment avec le réchauffement climatique, on a plus d'extrêmes qui arrivent, qui sont météorologiques, mais du coup qui deviennent hydrologiques après. Et donc, ça ne suffit pas de réguler. Et donc, la gestion moderne des lacs, c'est d'anticiper avec des prévisions météorologiques et hydrologiques les crues à venir. Sur ce schéma, on voit qu'en fait, on a une ligne avec marqué limite de crue ici. Donc c'est le niveau qu'on ne veut pas dépasser, parce qu'au-dessus de ça, il y a un impact sur des infrastructures, des habitations, des gens. Et donc, dans la gestion moderne, il s'agit, en fait, dans les jours avant, de comprendre la situation météorologique et hydrologique, de l'anticiper, ici de vider un peu le lac en prévision, pour pouvoir après absorber la crue, et que la crue reste en dessous de ce niveau qui pose problème à la société. Et ce type de modèle, il est déjà en œuvre et il a été notamment utilisé lors de la crue centenale de l'Arve de 2015. Une crue centenale, il faut bien avoir en tête, c'est un truc qui arrive en moyenne tous les 100 ans, donc c'est une crue extrême. Et en fait, cette crue, elle a créé que très peu de dégâts à Genève. Et il y a eu une excellente gestion. Et ça, en fait, c'est grâce à la régulation et grâce à l'anticipation. Et c'est aussi grâce, et là ça devient politique, aux décennies de préparation avant. Parce qu'en fait, dans le cours de l'Arve, il y a eu ces contrats rivières et ces accords entre la France et la Suisse où, déjà il y a 30 ans, peut-être même 40, on a préparé des zones tampons où on a réouvert le lit de l'Arve et où on a en fait, en quelque sorte, préparé cette crue qui allait venir et on voit qu'en fait, ça a marché. Et voilà, bon, ça c'est en fait un message pour dire que oui, c'est important d'anticiper les événements extrêmes. Et puis là, on rentre dans le futur. On sait qu'on va avoir des extrêmes plus grands, météorologiques et hydrologiques dans les décennies qui viennent. Et en fait, il s'agit de les anticiper. C'est évidemment compliqué parce que nos sociétés d'aujourd'hui, elles sont complexes. On a ici, en fait, un schéma sur tous les différents enjeux qui viennent se rencontrer sur la question de la régulation du lac. Ça, c'est le BAFU, donc c'est les offices fédéraux qui éditent ça. Donc, ça fait partie de la politique de la gouvernance de l'eau. On voit qu'il y a la pêche, l'agriculture, les riverains, les loisirs, la navigation, les centrales au fil de l'eau. Et en fait, il y a plein d'enjeux et en fait, les besoins, ils sont parfois contradictoires. Donc, il faut orchestrer ça et il faut aussi prioriser tout ça. Et c'est, dans le fond, un travail de gestionnaire et politique qui est compliqué. Et en fait, nos sociétés, dans les cinquantaines d'années à venir, elles vont devoir faire des nouveaux arbitrages, c'est certain. L'autre chose, et là c'est pas une très bonne nouvelle, c'est qu'en fait les contrastes intersaisonniers vont augmenter, notamment pour le Rhône, ça a été calculé. J'ai mis ici le lien parce qu'il y a des rapports super intéressants pour les gens qui s'intéressent à ça. La France a fait beaucoup de travail sur le futur climatique du Rhône, donc en aval du Léman. Et en fait, il est démontré qu'il y aura
non seulement plus d'événements extrêmes de crues, mais il y aura aussi beaucoup plus d'étiage. Et notamment, on peut déjà l'observer maintenant, parce qu'il y a déjà maintenant en fait moins 30% d'eau dans le Rhône que par rapport à la période de référence, qui est de 1960 à 1990. Et il est prévu qu'il y ait jusqu'à moins 25% d'eau dans le Rhône d'ici 2050. Donc c'est très très significatif. Et donc à tout ça, en fait, il va falloir arbitrer et s'adapter et réfléchir et en fait anticiper. Et puis quand je dis ça, j'ai eu un énorme cadeau juste avant la conférence. C'est qu'il y a quelques jours, aux actualités de la RTS, aux 19h30, il y a eu un sujet là-dessus, avec l'information qu'un accord était sur le point d'être signé entre la Suisse et la France, avec la Genève qui craint en fait les appétits de la France par rapport à la quantité d'eau du Rhône, hein, parce que vous savez, il y a 4 centrales nucléaires sur le fil du Rhône, et vous savez aussi, les centrales nucléaires, elles ont besoin d'eau pour se refroidir, et en plus l'eau actuellement est plus chaude qu'avant, donc il en faut plus pour refroidir de la même façon, et il fait plus chaud, donc il faut encore plus, donc c'est vraiment un problème, et donc le Rhône devient un enjeu stratégique pour la France, encore plus qu'avant. Et il y a en fait, quand on pose ça sur la table, déjà un conflit d'usage, parce qu'évidemment le Rhône ne sert pas qu'à refroidir les centrales nucléaires, et en plus tout le monde veut l'eau. Et apparemment, ils se sont mis d'accord qu'en cas d'alerte sécheresse, le Rhône, et donc le niveau de l'eau du Léman, serait géré conjointement par Genève et la France, mais seulement en cas de sécheresse, que autrement c'est Genève qui garde la main sur le robinet. Voilà, c'est intéressant. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, à cette heure de grande écoute, ont été annoncés ces chiffres de moins 20% d'eau dans le Rhône d'ici 2050, et aussi un autre qui est beaucoup plus impressionnant, moins 75% d'eau dans le Rhône d'ici 2100, hein, ça veut dire plus qu'un quart de l'eau. On imagine bien l'impact que ça va avoir sur absolument toutes les composantes de notre société. Et puis, il y a Antonio Gers, juste avant de finir sa législature au 1er juin, qui a fait une déclaration, alors je vous la lis, j'ai essayé de prendre son ton. On ne va pas vider le Léman pour alimenter une centrale nucléaire française. C'est-à-dire que nous avons aussi des responsabilités vis-à-vis des Vaudois, des Valaisans, en matière d'eau du lac, pour garantir le fonctionnement hydrique de toute notre région. Ça vous rappelle quelque chose? Et bah ouais, en fait, c'est rigolo parce qu'il a, quelque part, il évoque l'accord intercantonal et le procès du Léman et l'accord qui a été fait avec les cantons pour dire, ben, en fait, voilà, on a notre voisin qui veut quelque chose, mais en fait, nous, on a déjà un accord là. C'est un peu l'histoire qui se répète. Et en fait, on a peur dans ces situations-là que ça déclenche des guerres, parce qu'on a tous entendu qu'en fait, avec les ressources en eau qui diminuent, ça va déclencher des conflits partout sur la planète. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que très récemment aussi, il y a la revue Horizon, qui est la revue du Fonds national suisse pour la recherche, donc qui rend compte des recherches les plus récentes et qui les vulgarise, qui a fait un numéro spécial sur ce sujet. Et le spécialiste du domaine, hein, qui est un politologue, Thomas Bernauer, qui travaille à l'école polytechnique de Zurich, a fait un interview et il a dit qu'en fait, les chercheurs, sont arrivés à la conclusion qu'en fait, il n'y a pas de guerre de l'eau. Que l'eau, c'est jamais la cause d'une guerre entre pays, qu'il y a des conflits intra-étatiques, mais pas interétatiques. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Et il disait vraiment, mais la guerre de l'eau n'aura pas lieu. Il a dit que c'est un mythe. Et il a dit que, par contre, c'est un moyen de faire la guerre, d'utiliser l'eau. Il a utilisé les exemples de la Russie qui a cassé un barrage en Ukraine pour créer des inondations pendant la guerre récente.
Il a aussi utilisé l'exemple de l'armée israélienne qui coupe l'eau à Gaza pour induire en fait et accroître les souffrances de la population. Et il a dit, mais dans les deux cas, c'est pas l'eau qui est la cause du conflit, c'est l'eau qui est utilisée et instrumentalisée. Et là, ça nous fait revenir aussi sur cette question de cycle hydrosocial que je vous ai présenté au tout début. Et puis sa conclusion, c'était, vous pouvez lire l'article, hein, il est en ligne, de grandes guerres interétatiques pour l'eau restent très improbables. Par contre, les conflits locaux à l'intérieur des pays pour la répartition vont hélas se multiplier. Là aussi, ça nous fait penser à un truc. Hein, vos Genève, voilà. Bref, conflit autour de l'eau, ça vous dit quelque chose? J'ai décidé de terminer ma conférence avec cette image parce qu'en fait, en tête, il y a marqué lac de Genève, de Genfersee, de Morges, de Thonon, d'Évian, de Vevey, de Lausanne et le Léman. Voilà, et en fait, si c'était le lac de tout le monde, peut-être, ça serait plus simple. Et je trouve ça très positif, et donc j'ai décidé de terminer comme ça. Merci de votre attention.